Eh ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième session des Summer Club séminaires. Nous allons aborder aujourd'hui comment réussir ses photos de projet, la partie 2. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait une partie 1 l'année dernière quand on a fait les Summer Club séminaires, la première édition, qui s'est très bien déroulée. On vous mettra un lien d'ailleurs avec cette première partie que Claire avait d'ailleurs faite. Aujourd'hui, on va vous donner, comme je le disais, toutes les clés en fait pour faire des photos de type professionnel de tous vos projets. Et juste pour vous rappeler rapidement, pour ceux qui rejoignent, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns là qui viennent de nous rejoindre, les Summer Club séminaires, c'est en fait une initiative de House, c'est la deuxième session. Et c'est vraiment des sessions qui durent 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Et il y aura une deuxième session en juillet également. Vous avez déjà le lien que je vous ai mis de toute façon avec toutes les sessions et les informations. Et c'est des conseils d'experts, des astuces, que ce soit de House ou des personnes externes d'ailleurs, pour vous aider à améliorer votre expérience client, à pérenniser votre activité, booster votre business, vos photos comme aujourd'hui, ou encore utiliser l'intelligence artificielle dans vos projets, comme par exemple pour demain. Alors, aujourd'hui, je suis avec Claire, rédactrice en chef du magazine House France. Pour ma part, je suis Camille, responsable marketing ici à House. Donc, je crée en fait des stratégies marketing pour vous, professionnels de la rénovation et de la construction. Donc, que ce soit tous les emails que vous recevez, les webinaires comme aujourd'hui, les invitations pour les salons professionnels ou les webinaires, les documents téléchargeables comme les e-books ou les handouts et quelques articles également. Et donc, Claire, si tu peux te présenter peut-être en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis rédactrice en chef du magazine House France et plus généralement, je suis responsable de toutes les parties, donc magazine et contenu pour la France. Donc, j'ai pour objectif au quotidien de mettre en avant votre travail, d'éduquer les propriétaires sur l'importance de faire appel à un professionnel pour les accompagner dans leurs travaux, mais aussi de vous fournir des contenus qui sont créés pour vous, professionnels. Super, merci. Alors, comme je le disais juste avant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure, soit Claire, soit plus moi, je pense. Mais on gardera aussi un peu de temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions qu'on n'a peut-être pas pu répondre durant ce webinaire. Et comme je le disais également, il est enregistré, donc vous recevrez de toute façon l'enregistrement. Si toutefois vous ne pouvez pas rester toute la session ou si vous voulez revisualiser le webinaire, on vous enverra ça par email également. Alors, ce webinaire, il est composé de 3 parties. On commencera d'abord avec tout ce qui est lumière, cadrage, matériel, etc. Ensuite, on abordera tout ce qui est le storytelling visuel. Et puis enfin, on parlera de toutes les erreurs à éviter et puis de la checklist du parfait shooting photo. Mais avant d'entamer, comme c'est une partie 2, on s'est dit que ce serait bien de revenir un peu sur ce qui avait été dit lors de la partie 1. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous y avaient participé. C'était en juillet dernier, enfin juillet du coup 2024. D'ailleurs, on va vous mettre aussi le lien de l'enregistrement dans le chat de cette partie 1 si jamais vous voulez l'écouter. Et dans cette première partie, nous avions vu les fondamentaux pour valoriser vos projets grâce à la photographie. Donc, on avait notamment détaillé la partie qu'est-ce qu'une photo réussie, donc c'est-à-dire une photo efficace qui repose sur un bon cadrage, une lumière bien travaillée, une composition soignée et un stylisme adapté. Et ça, et là, dans ce webinaire, on va détailler plus cette partie-là parce que ça avait été ce que vous nous aviez partagé dans vos retours. Vous aviez souhaité plus de conseils pratiques, donc ce qu'on a essayé de faire avec ce webinaire, où on va vraiment se concentrer sur cette partie-là. Parce que la dernière fois, on avait aussi vu l'importance de faire appel à un photographe professionnel parce que évidemment, comme pour la déco, l'architecture ou tout autre métier, la photo, c'est un métier et un professionnel va vous garantir un résultat de qualité, rapide, efficace, qu'un amateur ne peut pas égaler ou alors plus difficilement car il n'a pas le même matériel et la même expertise. On avait aussi vu comment bien collaborer avec un photographe. Donc, en quelques mots, c'était le fait de l'importance de clarifier les objectifs, de fournir une liste précise des éléments à photographier, de préparer le terrain et aussi de bien communiquer avec le photographe et les propriétaires sur l'usage final des images.
Ensuite, on avait aussi abordé, la question de comment rendre les projets plus visibles, donc notamment via l'usage des formats avant-après, comment aussi mettre en avant ces projets pour envisager une publication presse et aussi, montrer bien les étapes de conception pour, mettre en valeur votre savoir-faire. Et enfin, on avait vu pourquoi il était important de soigner vos photos parce que, de belles photos sont pour vous votre meilleure vitrine. C'est-à-dire qu'elles vont rassurer les clients, elles permettent d'attirer des projets plus qualitatifs et augmentent aussi, vos chances d'être repérés, dans les médias. Heu, pour soutenir nos propos, donc on a profité de la dernière étude, House et la maison et des données qu'on avait eues. Donc il y a 2 chiffres importants qu'on a souhaité mettre en avant dans ce webinaire, pour montrer l'importance d'avoir de belles photos et de créer une vitrine en ligne à la hauteur de votre travail, que ce soit sur votre profil OOOZ, sur Instagram ou, sur votre site internet. Donc voici les 2 données qui sont tirées de notre étude. Donc la première, c'est 25 des propriétaires qui ont effectué des travaux de rénovation en 2024 ont utilisé les réseaux sociaux et les sites internet pour choisir leur prestataire. Donc là, ça montre l'importance d'y montrer de belles photos pour augmenter votre chance d'être choisi. Et aussi, on sait que 45 des propriétaires choisissent un prestataire doté d'une expérience sur les projets similaires aux leurs en termes de style ou de typologie. Donc encore une fois, les photos sont le meilleur moyen de montrer votre travail et d'attirer l'œil. Donc après cette, petite introduction, on peut, entrer dans le vif du sujet avec, la partie sur les règles d'or à respecter en termes de lumière, cadrage et matériel. Donc, on va commencer par un point qui ne j'espère va vous rassurer parce que là, donc le but de ce webinaire, c'est de se dire, voilà, il n'est pas toujours possible pour vous de faire appel à un professionnel parce que c'est un budget, parce que ça demande du temps, c'est beaucoup de contraintes. Donc comment on fait pour avoir des photos exploitables, même sans, faire appel à un photographe professionnel? Donc là où c'est rassurant, c'est que vous n'avez pas besoin d'un matériel pro pour obtenir un rendu exploitable. Un appareil photo, de base, suffit. Après il y a quelques petits accessoires qui vont vous permettre d'améliorer le rendu et de mieux travailler, le shooting. Donc pour arriver à avoir, de la stabilité. Donc ça, c'est, pour éviter les rendus flous, pour éviter d'avoir un petit flou, qui peut avoir lieu quand on prend la photo sans poser l'appareil. Donc pour ça, un trépied, ça suffit, hein, même les modèles les plus basiques vous permettre d'avoir une bonne stabilité. Ensuite, la lumière, donc évidemment, on favorise toujours la lumière naturelle, mais parfois on peut, s'équiper d'une petite LED ou d'un réflecteur pour des shootings qui peuvent, avoir lieu tard dans la journée. Alors c'est pas indispensable, mais ça peut aider quand la lumière vient à manquer, parce qu'on évite toujours la lumière artificielle le plus possible, hein, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et enfin, pour avoir, un bon cadrage, on va voir aussi tout à l'heure l'importance et comment avoir des bons cadrages. Donc vous allez voir qu'être droit, c'est le nerf de la guerre. Donc pour ça, un petit niveau à bulle peut vous permettre d'assurer des cadrages bien droits qui sont indispensables, hein, pour un rendu professionnel. Alors il va falloir quand même faire attention à se référer aux lignes de l'image, hein, le niveau va pas tout faire, mais ça on va le voir, en plus en détail après. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, pourquoi éviter le smartphone? Parce que Claire, tu viens de mentionner un appareil photo et c'est totalement vrai parce que instinctivement, je pense que dans la hâte, quand on a fini un projet, on va dégainer notre smartphone et on va vouloir prendre des photos du projet avec le smartphone. C'est vrai que les smartphones et les plus récents ont une qualité nette et des couleurs dynamiques, ça, il y a rien à dire là-dessus. Mais il y a quand même quelques petits points qui sont pas forcément les meilleurs. Donc, par exemple, la captation de la couleur n'est pas toujours parfaite et fidèle à la réalité. Parfois, les algorithmes d'embellissement automatique des smartphones, ils ont tendance à saturer un peu la couleur ou modifier les teintes, que ce soit par exemple des murs vifs ou un parquet qui reflète pas vraiment la réalité. Il y a évidemment aussi la taille du capteur d'un smartphone qui reste réduite, même avec les modèles, encore une fois, les plus premium. Donc, ça limite en fait la profondeur des possibles retouches, et en particulier la nuit, par exemple, dans des pièces un peu sombres. Ça peut être un autre point. Et évidemment, et on en reviendra un peu plus en détail après, il y a tout ce qui est les grands angles qui souvent font très exagérer. Et je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On veut inclure un peu tout dans un même cadre, mais des fois, c'est mieux de prendre des photos avec des zooms un peu plus spécifiques pour chaque détail.
Et donc, ces grands angles, ils ont tendance à créer des distorsions. Donc, par exemple, des cloisons qui sont un peu penchées, mobilier qui semble déformé. Donc, quand on veut mettre en avant la valeur de l'agencement d'une pièce, on cherche au contraire, comme je le disais, à être vraiment fidèle le plus possible à la réalité. Mais encore une fois, je reviendrai un peu plus tard sur le grand angle. Un autre point aussi à prendre en compte, c'est la lumière. Quand je dis la lumière, c'est vraiment la lumière naturelle, la lumière du jour. Donc, quelques points, encore une fois, à prendre en compte. Viser plus les matinées ou les fins de journée. La lumière est beaucoup plus nette, beaucoup plus qualitative. Éviter du coup le midi, où la lumière est vraiment dure. Elle crée des ombres très marquées et plus difficiles à mettre en lumière justement dans vos réalisations. Gérer évidemment tout ce qui est les caprices de la météo. Et cela peut surprendre, mais un ciel assez voilé est vraiment parfait pour une lumière très douce et diffuse, justement pour vos clichés. Évitez, bien entendu, mais ça va de soi, tout ce qui est les contre-jours. Quelque chose que j'avais noté, beaucoup de personnes mettent toutes les lumières intérieures. Alors, c'est quelque chose que normalement, on évite la plupart du temps. Même si ça semble un peu plus sombre, on peut après retoucher les couleurs, et ça, on en parlera justement après. Mais le mélange des températures de couleurs rend vos photos un peu jaunâtres selon, encore une fois, l'ampoule et le type de lumière que vous utilisez. Et pour aller un peu plus loin, ça dépend encore une fois quel type de matériel vous avez, mais vous pouvez utiliser tous les panneaux réflecteurs qui diffusent la lumière et atténuent justement ces fameuses ombres. Et aussi, la lumière influe beaucoup donc sur la colorimétrie de l'image, donc soit sur le rendu des couleurs. Et c'est vrai que de nombreux photographes amateurs prennent l'habitude de laisser leur appareil en mode automatique lors du shooting. Mais il ne faut pas oublier que l'appareil photo, il peut décider très bien de modifier sa référence colorimétrique lorsque l'éclairage varie dans la pièce ou selon l'endroit où on se place. Et donc, on obtient une série de photos qui n'est pas vraiment cohérente. Certaines vont tirer plus sur le jaune, d'autres plus sur le bleu. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est conserver au contraire un niveau de colorimétrie similaire sur toutes les photos d'un même shooting. Donc pour ça, il faut éviter justement de faire appel au réglage automatique. Il est préférable de régler sur la balance des blancs sur la première photo, quitte à faire quelques essais, et ensuite de l'enregistrer dans l'appareil. Comme ça, on peut effectuer un réglage manuel ou semi-automatique, hein, si on n'a pas de grandes connaissances, et le garder pour toute la durée du shooting, dans la mesure où l'éclairage va pas non plus trop évoluer, même si on change d'endroit et que ça peut changer un peu, ça va pas être énorme. Et ainsi, on garantit d'avoir la même calibration de couleurs sur toutes les images. Et alors, bien sûr, l'éclairage extérieur peut être amené à changer soudainement, hein. Si le ciel se couvre d'un coup, on a un orage, il peut se passer plein de choses, ou même une éclaircie qui crée une lumière plus chaude, il est toujours possible de réajuster la balance des blancs. L'important étant évidemment de veiller à ce que les clichés restent cohérents, au sein d'un même moment de prise de vue. Et ensuite, en plus, on peut peaufiner évidemment la colorimétrie au post-traitement avec, des logiciels, mais c'est toujours préférable d'avoir le rendu le plus naturel possible, donc d'obtenir la meilleure photo possible dès le départ et d'éviter le plus possible les retouches. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie, sur tout ce qu'on s'est dit avant qu'on passe, au cadrage? Alors, je ne vois pas de commentaires, mais oui, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions. Je regarde de près l'espace commentaires. On peut faire des pauses de temps en temps, il n'y a aucun problème. Donc en attendant, on va passer à ce qui est pour moi le plus important pour obtenir une photo réussie, c'est le cadrage. C'est-à-dire que c'est là, la lumière, on pourra toujours, les couleurs, la lumière, on pourra toujours les rattraper un peu après. Le cadrage, c'est plus difficile. Donc il y a quand même 3 règles d'or à suivre. La première, c'est la droiture. Ça, j'arrête pas de le dire, c'est-à-dire que les murs et les meubles, ils doivent être droits, et souvent, quand on prend une photo, selon l'angle selon l'endroit où on se place et l'angle qu'on prend, la perspective fait que l'image est déformée et que, pour vous donner un exemple, le haut d'un meuble peut paraître plus étroite que le bas ou inversement. Et aussi, on a vite fait de pencher son appareil photo et d'obtenir une prise de vue, amatrice quoi, un rendu amateur. Donc la droiture, c'est très important. On va revenir un peu en détail là-dessus avec des exemples pour que vous compreniez bien. Ensuite, en termes de cadrage, il y a aussi
plein de choses intéressantes à faire. On ne présente pas un projet qu'avec, des vues larges. Il faut mélanger les prises de vue, les types de prises de vue, c'est-à-dire il faut mélanger les vues larges, les plans moyens. Donc un plan moyen, ça peut être une zone de bureau, ça peut être un coin cuisine et aussi les détails parce qu'on aime montrer les détails. Ça montre votre expertise, ça montre, jusqu'où vous pouvez aller. Donc là, ça va être des plans, cadrés sur les poignées, les textures d'un mur, la robinetterie ou, tout autre petit accessoire. Et enfin, il y a la fameuse règle des tiers qui peut servir de base et qui est très intéressante pour avoir une bonne composition. Donc, là, il va falloir imaginer diviser votre image en 9 carrés, donc 9 carrés ou rectangles, hein, égaux et souvent, hein, on peut, obtenir ce cadrage dans les réglages de l'appareil photo et ça aide beaucoup. Donc il y a 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales et en fait, ça va créer des points d'intersection qui correspondent à des zones d'intérêt naturel pour l'œil du spectateur. Donc en plaçant le mobilier ou les points forts de votre rénovation sur l'une de ces intersections, ça va permettre de créer un équilibre visuel qui est à la fois dynamique, mais aussi, plaisant à regarder pour, ceux qui vont découvrir votre photo. Oui, et du coup, comme je le disais juste avant, je voulais revenir sur l'aspect des grands angles dont je l'avais évoqué. C'est vraiment un point à éviter et je mets vraiment l'accent là-dessus. L'emploi systématique du grand angle est vraiment devenu en quelque sorte une marque de fabrique de nombreuses agences immobilières. Je ne sais pas si vous avez déjà vu toutes ces photos où on veut agrandir visuellement la pièce pour vendre un bien. C'est un argument marketing, hein, au final, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le grand angle trop large induit un effet de perspective qui déforme complètement, comme je le disais déjà, les lignes et donne parfois une impression vraiment trompeuse de l'espace. Dans la rénovation et la décoration d'intérieur, ce qu'on souhaite généralement, c'est vraiment promouvoir la justesse justement des volumes et vraiment être le plus près possible de la réalité et non pas les exagérer. Ce n'est pas du tout le point ici. Donc on dira d'ailleurs, et je l'ai déjà entendu, hein, cette question, comment arriver à tout faire tenir dans une photo si j'utilise une focale plus serrée. Mais sachez justement, et je l'ai déjà évoqué juste avant, le plus pertinent de capturer plusieurs images détaillées. C'est plus pertinent, par exemple, comme on l'a évoqué, que de tout mettre dans un seul et même cadrage. Donc comme je le disais encore une fois, ça peut être un focus sur une robinetterie, un plan de la douche et après un plan d'ensemble de la salle de bain, par exemple, du carrelage, etc. Des petits détails qui font la différence. Il n'y a pas besoin d'agrandir et du coup de déformer toute la réalité. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité ensuite vous montrer un exemple, c'est toujours mieux de montrer des exemples, surtout quand on parle de photos, d'une photo où tout est droit. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'exemple parfait de la photo tout est droit. Ici, l'un des points, importants sur cette photo, c'est la verrière et on a mis les lignes pour vous montrer vraiment que, les lignes de la verrière sont vraiment perpendiculaires au cadre de la photo. Ça vaut pour la verrière, ça vaut pour les éléments de cuisine, ça vaut aussi même pour la table à manger et cette photo, elle est vraiment parfaite au niveau du cadrage, parce qu'on a, tout est bien droit et on obtient un rendu bon, c'est une photo professionnelle, hein, de toute manière, mais le rendu est vraiment très professionnel. Totalement. Alors un autre point que je voulais évoquer, c'était la retouche et je vois qu'on a eu un commentaire d'ailleurs par rapport à ça. Alors oui, si vous prenez des photos, évidemment, il risque d'y avoir de temps en temps un détail disgracieux ou un détail qui apparaît qu'on ne souhaitait pas forcément, que ce soit, j'en sais rien, un fil électrique, une tache sur le mur ou que sais-je. Mais il y a quand même pas mal de logiciels assez basiques. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être un pro pour les utiliser, qu'on peut utiliser pour modifier les photos. Donc oui, très simple d'utilisation, comme par exemple, je vais en citer quelques-uns. Il y a Lightroom, Luminar, GIMP, que vous connaissez sûrement, Photoshop, Element, et j'en passe. Et ça permet vraiment de gommer toutes ces imperfections qu'il peut y avoir. Bon, évidemment, pas dans l'exagération, hein, mais j'y reviendrai. Donc, maintenant, avec d'ailleurs l'intelligence artificielle, il y a aussi énormément de fonctions qu'on peut utiliser pour détecter directement et supprimer les éléments indésirables en quelques clics. C'est très simple d'utilisation et c'est vraiment une aide pour un usage personnel, même professionnel, évidemment. Ça réduit évidemment considérablement le temps de post-traitement des photos. Et oui, comme je le disais, éviter la retouche excessive. On veut que ce soit le plus naturel possible. On ne veut pas avoir des couleurs trop éclatantes, ou en tout cas éclatantes, mais qui soient vraiment
proche de la réalité, c'est le plus important. On veut lisser quelques surfaces, mais pas non plus trop. L'objectif, encore une fois, c'est pas de travestir la réalité, mais de la sublimer et vraiment rester authentique. Donc, par exemple, les blancs trop lumineux, c'est pas quelque chose qu'on va recommander. Il faut vraiment rester, encore une fois, dans le naturel. Jouer, encore une fois, comme on l'a déjà évoqué avant, toutes les lumières, les jeux de lumière, lumière du jour. Il peut y avoir, encore une fois, les panneaux dont on a mentionné. Donc voilà, essayez vraiment de jouer avec parcimonie. Ce que les clients aiment le plus, c'est vraiment l'authenticité, donc jouer là-dessus. Et avec la retouche aussi, je voulais ajouter que parfois, ça peut aussi vous permettre, moi j'ai vraiment mon point le plus important pour moi, c'est vraiment le cadrage et la droiture des lignes, donc j'insiste encore sur ce fait, mais ça peut être aussi rattrapé un peu avec la retouche, hein. C'est-à-dire si vous n'avez pas une ligne parfaitement parallèle, il faut pas hésiter, hein, souvent les logiciels de retouche, quand on va sur la partie cadrage, ils permettent de récupérer un peu tous les défauts que je vous parlais de perspective ou de meubles qui est un peu plus étroit en haut et plus large en bas. Ça peut être un peu rattrapé aussi avec les logiciels, mais il faut déjà qu'on ait quand même au moins une ou deux lignes droites dans le cadrage de base pour pouvoir corriger. Encore une fois, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'on va passer à la partie 2 qui aborde le storytelling visuel. On a une question. Avec la question du cadrage, un conseil pour avoir une composition plaisante. Une composition plaisante, oui, on peut utiliser la règle des tiers qu'on a mentionnée, hein, c'est-à-dire on peut soit on a tendance, le réflexe, ça va être de placer l'élément important au centre de la photo, mais on peut aussi le placer un peu, dans un coin, en haut à droite, en haut à gauche, pour avoir une belle composition. Et on va revoir parce qu'on a toute une partie trucs et astuces où on va parler aussi, on va donner des petites astuces comme ça pour avoir des compositions qui sortent un peu du lot et pour augmenter un peu parfois la sensation d'espace dans les espaces restreints ou encore donner un peu plus de perspective. Et justement, Marion, c'est dans la partie 2, les accessoires recommandés pour les photos vivantes. On va aborder ça avec le storytelling visuel. Donc, je vais commencer. Donc parce que au-delà de la technique, hein, on pourra avoir des photos parfaites sur le plan technique. Si on n'a pas préparé son projet, si on n'a pas préparé sa scène, si on n'a pas préparé sa mise en scène, le rendu sera pas optimal pour une mise en avant de votre travail. C'est-à-dire la mise en scène générale du projet participe grandement au pouvoir de séduction de vos clichés. Et avec un stylisme soigné, quelques objets bien choisis et une propreté impeccable, vous allez pouvoir faire ressortir le caractère chaleureux de la pièce et aussi la précision du travail que vous avez accompli. Là, il y a 3 piliers, hein. Le premier, c'est la propreté, parce que vous n'allez pas forcément le voir à l'œil nu, mais alors après, derrière l'objectif, tout se voit. C'est-à-dire que la moindre trace de doigt sur une parade touche se voit, un drap mal repassé se voit. Alors, je peux vous dire qu'avec notre journaliste Agnès, on regarde beaucoup de photos et ce genre de choses, on le voit tout de suite. On a un œil très acéré et du coup, oui, c'est quelque chose de très important et aussi, ça montre aussi votre sens du détail et le fait que vous soyez, que votre travail est réalisé avec soin. Ensuite, donc on parlait des accessoires. Donc là aussi, le storytelling visuel, il va permettre d'apporter de la chaleur au lieu. Donc c'est-à-dire que trop souvent, on a envie de shooter les lieux avant que les clients soient emménagés, ce qui est normal, hein, parce qu'après, les clients, ils vont arriver avec leurs affaires, ils vont arriver avec leur déco. C'est pas forcément au goût de tout le monde. C'est pas forcément ce que vous aviez prévu pour ce projet et ce que vous avez envie de montrer. Donc c'est bien de shooter avant que les personnes s'emménagent, mais c'est pas bien de shooter un lieu vide parce qu'après un lieu vide, on va avoir on voit beaucoup les commentaires des lecteurs et on va avoir comme commentaire oui ça fait magazine, il y a personne qui vit là-dedans, ça manque de vie. Donc c'est pour ça, il faut pas hésiter en tant que professionnel à vous créer une petite une petite réserve d'accessoires et d'accessoires que vous aimez, de tapis, de coussins, de plantes vertes ou même des bouquets de fleurs, ou même de la vaisselle. Vous créez une petite réserve avec laquelle vous vous déplacez sur vos shootings et puis juste avant le shooting, vous pouvez les mettre et créer un peu une atmosphère un peu plus chaleureuse, tout en soulignant en fait le potentiel de l'espace.
Donc là, c'est des éléments de décoration, mais aussi vous pouvez apporter de la vie au projet, ce qui est très important parce que ça va permettre au client, enfin la personne qui regarde de la photo, de se projeter. Il va se dire, ah oui, bah, vous allez en fait créer des scènes, inciter les gens à s'imaginer dans les lieux, à ce qu'ils pourraient y faire. Et là, donc ça va être avec des objets de vie courante comme un livre ouvert, un magazine, une tasse de café, bon, fumante, on a mis fumante, c'est peut-être pas obligatoire, mais ou un plaid sur la coudoir du canapé. Donc tout ça, c'est subtil, mais en fait, c'est l'idée de montrer à quoi va servir ce lieu, à quoi il a été pensé, pour quel usage. Est-ce que, bah voilà, ce petit fauteuil à côté de la fenêtre, est-ce que c'est pour lire tranquillement son livre? Enfin, ça va un peu raconter une histoire et faire rêver bah, la personne qui va regarder votre photo. Totalement. Je me permets d'intervenir. Il y a aussi tout l'aspect, par exemple, des bougies qui marchent très bien dans les photos. Ou encore une fois, si on veut donner de la vie, est-ce qu'il n'y a pas des objets par rapport aux enfants, aux animaux de compagnie, des choses que les gens ont en général beaucoup avec eux dans leur quotidien? C'est vrai qu'on a tendance à cacher les jouets, mais en choisissant des jouets jolis, on peut très bien imaginer les laisser traîner sur le tapis pour un rendu très sympa aussi. Aussi, le storytelling, quand on parle de rénovation, ça va être de raconter l'histoire qui est autour du projet. Donc vous le savez, hein, nous, le magazine est réputé pour ça avant-après, et c'est pas pour rien qu'on l'ait fait, hein, c'est que ça plaît énormément et que c'est une très belle manière de mettre en avant votre travail. C'est plus qu'un simple portfolio, en fait, ça devient votre meilleur argument de vente. Et aussi l'expression la plus sincère bah, de votre travail et de votre passion pour la rénovation intérieure, parce que là vraiment on va voir la transformation, mais ça va être l'occasion pour vous de raconter votre démarche. Alors après, pour que ce soit réussi, il faut pas non plus négliger la photo avant. Souvent on prend les photos avant un peu à la va-vite quand on visite avec l'iPhone, quand on visite le lieu la première fois. Et ça, bah, je peux vous le dire par expérience, c'est pas toujours bien vu. Nous, on les met dans les articles et c'est pas toujours bien vu des lecteurs, tu vois, qui ont tendance à faire ce commentaire. Oui, mais c'est truqué parce que évidemment, ils ont fait les photos avant la nuit et les photos après, ils ont fait le jour. Donc oui, la lumière et tout. Alors évidemment qu'on sait que vous l'avez pas fait volontairement et que en fait les photos avant, bah, on les prend surtout pour soi, pour se souvenir. Et puis bah nous, on les partage, mais quand elles sont prises, elles ont pas forcément vocation à être partagées. Donc c'est pour ça en fait, quand vous avez un projet où vous dites celui-là, c'est un beau projet, je vais le faire shooter, il faut penser au shooting dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire il faut, avant même d'entamer les travaux, penser à ce que vous allez vouloir montrer et penser à prendre des belles photos avant. Alors, peut-être pas forcément faire appel à un photographe professionnel, mais en appliquant les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, c'est déjà une belle manière de le faire. Et donc, ça va être penser à des belles photos avant, ça va être penser aux angles pour avoir les mêmes angles avant et après et montrer réellement la transformation. Aussi la même qualité d'image, donc c'est-à-dire éviter d'en avoir des photos prises avec un téléphone la nuit alors qu'il n'y a pas de lumière et que c'est tout flou. Donc utiliser le même appareil photo, la même luminosité. Et puis on en profite pour ajouter des légendes pour contextualiser. Hein. Donc, sur vos profils Houzz, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc vous pouvez préciser chambre d'enfant transformée en bureau, cuisine ouverte créée à la place de l'entrée. Enfin voilà, l'idée là, ça va être de guider l'œil de la personne qui va regarder la photo et de l'accompagner dans la découverte de l'image en montrant ce que vous avez réellement fait. Et pas en le laissant s'imaginer, mais en lui disant voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Oui, d'ailleurs, en parlant de avant-après, on a des fois des avant, mais on n'a pas tout le temps des après durant le projet. Donc, c'est pourquoi l'importance des plans 3D, je pense, ici, est assez notable. C'est vraiment un outil qui est quand même incontournable maintenant dans le secteur de la rénovation et de la construction. Donc, vous allez sûrement vous demander peut-être, Camille, en quoi les rendus 3D peuvent améliorer ma présentation, alors que là, je parle de photos. Je suis totalement d'accord. Le plan 3D, ça ne remplace pas du tout une photo, mais en fait, ça la complète dans votre projet avec les particuliers. Je fais une petite parenthèse, mais on a un outil 3D avec Houzz Pro. Et en quelques clics, vous pouvez faire des rendus très réalistes qui aident justement les clients à se projeter dans les travaux, tout comme aussi les moodboards où vous pouvez mettre quelques objets de décoration que vous intégrerez dans la décoration après. Là, il y a quelques exemples justement qui ont été créés avec l'outil 3D de Houzz Pro. C'est idéal en fait pour et de valoriser vos idées, mettre en lumière votre savoir-faire et vendre vos photos justement
avant-après beaucoup plus parlantes. Je vous mettrai un lien là dans le chat, justement, si vous voulez un peu plus d'informations. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus maintenant, mais si vous voulez plus d'informations sur cette fonctionnalité, je viens de vous mettre le lien, justement. N'hésitez pas à cliquer. Et d'ailleurs, en parlant de lien, je vais vous en mettre un deuxième. Si vous souhaitez avoir une démonstration, vous pouvez prendre un rendez-vous en fait, avec un de nos professionnels, avec un de nos experts de House, qui pourront vous présenter un peu mieux justement comment utiliser le plan 3D. Là, c'est juste une fonctionnalité, mais évidemment, il y a aussi tous les devis, il y a plein d'autres choses, il y a les métrés, il y a plein d'autres choses sur House Pro. Là, je voulais juste vous faire le parallèle avec le sujet d'aujourd'hui. Mais ceux qui étaient à la session de cet après-midi, j'ai parlé d'autres fonctionnalités. Donc, je vous mets le lien si toutefois vous avez envie de prendre un rendez-vous. C'est juste 30 minutes, histoire de vous présenter un peu justement comment House Pro peut vous aider votre activité justement à grandir et quelles fonctionnalités seraient plus adaptées en fait à votre activité. Donc, voilà. Et avant de passer à la dernière étape du webinaire, qui est un peu sur les trucs et astuces, je voulais aussi, au sujet des plans 3D, dire que c'est aussi un bon moyen de montrer votre manière de travailler aux clients quand on parle de prospects qui vont aller se rendre sur votre profil. Bah, ils vont voir que vous les faites, ils vont voir la qualité que vous y mettez, et aussi ils vont se rendre compte de la similitude entre le plan 3D et le résultat final. Donc ça montre aussi c'est un moyen de donner un bel aperçu de votre prestation complète, pas seulement du rendu final. Donc, on a vu ce qu'il fallait faire dans ces premières parties. Donc, alors là, la dernière partie, c'est au-delà des astuces, c'est aussi insister sur les points essentiels et faire une petite synthèse. Donc là, on va voir ce qu'il faut éviter absolument pour réussir ces shootings. Donc, évidemment, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais remis ensemble. Donc, évidemment, ne pas préparer la pièce avant la prise de vue. On évite parce que, comme ça, on évite des objets oubliés qui n'ont pas lieu d'être, comme, je ne sais pas, moi, ça peut être un tournevis, ça peut être un pot de peinture qu'on a laissé traîner. On évite les espaces non rangés ou rangés à la va-vite ou agencés à la va-vite. Et aussi, il faut penser que les pièces trop chargées peuvent nuire aussi à la lisibilité. Il faut trouver le bon équilibre. On l'a dit et redit, allumer les lumières artificielles en pleine journée, ce n'est pas la peine et ça gâche le rendu de l'image. Ça crée des dominantes de jaune, on crée des mélanges de température, de couleurs qui ne sont pas souhaitables en fait lors d'un shooting. Photographier au mauvais moment de la journée. Quand la lumière est trop dure ou trop faible, il faut trouver un juste milieu pour avoir une lumière douce et diffuse. Avoir un cadrage penché ou mal aligné, ça je le dirais jamais assez. Ça donne vraiment une impression de photo ratée, même si le contenu est beau et même si le projet est qualitatif. Toujours shooter aussi à hauteur d'homme. Donc là, c'est un peu aussi pour éviter ces déformations verticales qu'on peut avoir. Il faut privilégier une hauteur mi-mur en fait, qui est comprise entre 1,20 m et 1,30 m. Ne prendre que des plans larges, ça ne montrera jamais l'étendue de votre travail. Les plans de moyens et les détails sont aussi très utiles. Et là, c'est un peu aussi une astuce. Alors, on évite de fermer toutes les portes et tous les volets. Bon, les volets, ça peut paraître un peu logique, mais les portes, c'est toujours intéressant de les ouvrir parce que ça va apporter de la profondeur à l'image, ça va ouvrir les perspectives, aérer la composition. Ça peut aussi faire rentrer de la lumière dans les pièces qui peuvent être un peu sombres ou qui peuvent en manquer. Et on va voir après, dans les petits espaces, c'est particulièrement efficace. Ensuite, on l'a dit avec c'est comme les retouches, filtrer à outrance ou retoucher excessivement. Oui, déjà les filtres de base, on évite. Et les retouches, on les fait pour améliorer le rendu, mais pas pour le transformer, pour pas décrédibiliser votre travail, en fait, tout simplement. Et ensuite, oubliez de faire les photos avant travaux parce que là, au magazine, on sera très triste si on ne peut pas montrer les avant. Donc là, je vous ai mis un exemple pour cette question de porte ouverte. Donc, on a la même photo, le même endroit qui est shooté avec porte fermée et porte ouverte. Donc, on voit que c'est très intéressant. Porte ouverte, on ajoute une source de lumière. On place un peu la pièce dans le logement, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à côté. Donc, ça peut aider à parler du plan, à montrer le plan. Et aussi avoir les deux, c'est aussi très intéressant, notamment dans ce cas précis où on a une très belle cloison entre les deux pièces.
Alors, dans le webinaire, on a une question. Utile de proposer un visuel jour-nuit ou pas forcément? Et combien de photos? Alors, combien de photos? Je vous l'ai mis après, donc je le détaillerai à ce moment-là. Visuel jour-nuit, moi je dis pourquoi pas, parce que c'est vrai que l'éclairage c'est aussi un gros pan de votre travail et je comprends. Hein, c'est pour ça aussi que souvent vous voulez mettre allumer les lumières le jour. Pourquoi pas? Mais alors à vous de voir si vous avez le temps de le faire, de venir le jour et la nuit. Et surtout, n'oubliez, enfin, le visuel qui prime sera le visuel de jour. Le visuel de nuit, ce sera un plus pour montrer votre travail, le travail que vous avez fait autour de l'éclairage. Oui, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, je dirais, par rapport à ce cliché de nuit. Par exemple, je ne sais pas, une cheminée qui est en marche, mettre les lumières, mais encore une fois, peut-être des lumières, pas la centrale, mais des petites lumières par-ci, par-là. Faut vraiment que ça ait une valeur ajoutée, sinon, comme a dit Claire, pourquoi pas, mais vraiment se focuser sur plus le jour, évidemment. Et ensuite, la réalité aussi, c'est que c'est beaucoup plus dur de prendre une photo avec un éclairage artificiel qu'avec un éclairage naturel. Et ça demande souvent, c'est un vrai travail de photographe parce que c'est très dur à gérer la lumière artificielle en photographie. Sauf si on veut faire des rendus artistiques, mais là, c'est pas le propos. Donc pour poursuivre, on avait eu dans les retours de la première session beaucoup de questions qui concernaient les petits espaces, qui sont effectivement pas faciles à shooter. Donc ça peut être très bien, ça peut être des studios comme des toilettes ou des petites salles de bain. Et c'est vrai que dans ces espaces, tous les conseils qu'on vient de vous donner, on peut presque pas les appliquer ou très rarement. Donc on s'est dit bon voilà. Quels sont les conseils, les astuces qui pourraient vous être utiles dans les petits espaces? Donc les voici. Donc le premier, c'est l'écran sur rotule, donc c'est-à-dire un écran que vous allez pouvoir pivoter dans tous les sens. Ça va vous permettre de plaquer l'appareil photo contre un mur et de gagner en profondeur, de vous mettre le plus loin possible et de pouvoir tout en contrôlant votre cadrage pour éviter les contorsions comme on a vu précédemment. Le deuxième conseil, ce sera d'ouvrir les portes. Alors là, ce sera pas forcément pour montrer la perspective. Par contre, ça va permettre de faire rentrer de la lumière. Par exemple, dans des toilettes, on est content de faire, souvent c'est des pièces aveugles, donc on est content de faire rentrer de la lumière. Mais ça va aussi surtout vous permettre de prendre plus de recul pour agrandir le cadre de votre image. C'est-à-dire que c'est vous qui allez reculer, c'est vous qui allez vous placer en dehors de la pièce pour pouvoir pour pas shooter de trop près et ainsi éviter les déformations et avoir une plus belle composition. Un écran sur rotule, c'est un écran que vous pouvez tourner dans tous les sens. En fait, souvent vous avez, alors je vais mimer, vous avez votre appareil photo et votre écran comme ça, et l'écran sur rotule, en fait, vous allez pouvoir le pivoter de cette manière. Et du coup, vous retrouvez avec l'objectif et l'image que l'objectif prend au même moment. Et voilà, merci. Et du coup, aussi, le dernier conseil, ça va être cadrer les aménagements gain de place. Merci pour les mimes. Donc, je me reconcentre. Cadrer les aménagements gain de place. Donc là, on est dans des petites surfaces. Donc là, je pense surtout au studio. Le prospect qui va venir regarder votre shooting et qui a un projet similaire en tête, il va se dire voilà, qu'est-ce qui peut m'apporter, quelles sont les astuces qu'il peut mettre en place. Donc là, plutôt que d'essayer de prendre des vues générales, prendre des vues cadrées sur réellement les aménagements qui vous ont permis de gagner de la place ou d'agrandir la sensation d'espace dans ce projet. Donc, je vous ai mis 2 exemples de prise de vue particulièrement originales pour des espaces, pour le coup, microscopiques. Donc, la première, c'est des toilettes qui sont à la fois minuscules et biscornues parce qu'ils sont dans un angle. Donc là, on voit, au-delà de la démarche architecturale, parce qu'en fait, ce que vous voyez sur la gauche de la photo, c'est un miroir qui réfléchit la partie salon. Mais on voit qu'ils ont ouvert la porte, ils ont pu ainsi se mettre plus loin, prendre plus de recul et avoir un meilleur cadrage. Et la photo est hyper intéressante et donne presque envie d'en voir plus du projet parce qu'on se demande un peu comment c'est fichu. Et la deuxième, en fait, c'est un parti pris qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont posé l'appareil photo par terre, ils ont pris le plafond, mais en montrant tous les aménagements. La pièce est tellement petite qu'on voit, on voit la chasse d'eau, non, je crois que c'est le chauffe-eau, pardon, la douche, on voit tout. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être créatif dans les petits espaces. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie petits espaces avant que je passe un peu à la conclusion du webinaire?
Après, de toute manière, vous pourrez toujours les poser. Oui, pardon. Ouais, je vois pas encore de questions, je disais, pardon Claire, mais on gardera, comme tu allais le dire, j'imagine, quelques petites minutes à la fin. On va juste conclure et on gardera quelques petites minutes s'il y a d'autres questions. Donc, du coup, pour conclure ce webinaire, on vous a fait la checklist du shooting parfait. Donc, c'est les points essentiels qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc, le premier, c'est préparer la pièce, donc ranger, désencombrer, vérifier la propreté, ajouter des éléments déco. La deuxième, c'est optimiser la lumière, éteindre les lumières artificielles, favoriser la lumière naturelle, ajuster les rideaux et les volets, parce que les rideaux et les volets, en cas, si vous êtes sur une journée très ensoleillée, par exemple, ça peut vous permettre d'atténuer un peu cette lumière qui est trop dure, notamment si vous avez des voilages. Et les volets peuvent vous permettre aussi de, si vous avez un rayon de soleil qui rentre pile poil dans la pièce, qui parfois peut créer une surexposition, en fermant le volet, vous allez éviter ce rayon de soleil. Ensuite, il y a soigner le cadrage et la composition. Le cadrage, je le répète, très important. N'hésitez pas à utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil, à alterner les angles et à ne pas shooter à hauteur d'homme. Et enfin, pensez à la mise en valeur finale du projet. Donc, c'est là où je vais répondre à votre question. C'est-à-dire qu'on pense son shooting dès le lancement du projet. On prend les photos avant-après avec le même angle. On met en avant les éléments les plus forts et on se limite. Voilà ma réponse. À 10-15 photos percutantes par projet. Parce qu'un prospect qui est en recherche de professionnels va pas s'amuser à regarder 50 photos de tous les projets des professionnels qu'il a dans le viseur. Voilà. Super, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On est pile poil à 1 minute quasiment à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme je le disais au début, pour ceux qui sont arrivés un peu après, c'est enregistré, vous recevrez l'enregistrement si toutefois vous voulez le réécouter. Et nous avons aussi d'autres sessions, comme je le disais, il y en a une demain sur l'intelligence artificielle et il y en aura d'autres très intéressantes en juillet également. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous enverrai des emails d'invitation et de relance, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a une autre question. Alors oui, j'ai vu, pour répondre à la question de Rose, alors je n'ai pas forcément de stats sur les compositions qui marchent bien, qui attirent le plus le client, mais alors on a fait un constat sur les newsletters, c'est-à-dire que les gens ont plus tendance, alors c'est assez original, mais ont plus tendance à cliquer sur les photos prises en format portrait qu'en format paysage. Mais alors, c'est vraiment pas prouvé, hein. C'est un constat qu'on a fait avec les autres rédacteurs en chef. Pour l'objectif, je pense que là, on n'est pas professionnel, donc c'est mieux d'avoir quelque chose d'hybride qui vous permettra de faire des plans serrés, des plans larges. Et est-ce que les photos symétriques sont plus percutantes? C'est-à-dire symétriques. Est-ce que tu peux préciser, Marion? Je me permets de faire une petite parenthèse d'ailleurs dans toutes les questions. Vous avez dû voir, comme je le disais au début, des petits messages pop-up. Il y en a un qui est en rapport avec maison et objets. Alors, Neos, notre directrice d'événements, a organisé un petit tirage au sort. Donc, à la fin de ce webinaire, il y aura un sondage pour nous noter, nous donner tous vos conseils, vos astuces. Si vous avez des points d'amélioration ou au contraire, vous voulez nous féliciter, surtout, n'hésitez pas. Et nous vous offrons 5 billets VIP pour le salon maison et objets. Donc, n'hésitez pas à participer si vous êtes intéressé. Je fais juste cette petite parenthèse. Comme vous le voyez, j'imagine, à l'écran comme moi actuellement. Je pense que les photos symétriques, pour répondre à Marion, les photos symétriques, elles sont bien, oui, sur les plans larges, comme l'exemple de tout à l'heure, oui. Placer la table au centre, c'est intéressant. Après, pour une question plus esthétique, c'est bien aussi de varier. Oui, par exemple, s'il y a un objet de décoration très intéressant, je dis n'importe quoi, un tableau ou une lampe sur pied à côté d'un canapé, peut-être décalé un petit peu. Il peut y avoir des astuces comme ça, mais la plupart du temps, c'est mieux que ce soit symétrique en effet. Mais oui, c'est vrai, quand on parle de cette table, ça a un effet un peu spectaculaire, quoi, montrer la grande table comme ça, tout entière.
Alors, en règle générale, les entreprises, cabinets d'architecture ou déco fonctionnent avec des photographes pros où elles arrivent à gérer leur shooting photo, je vais y arriver, en interne. Alors, si on part sur les gros cabinets, c'est des photographes pros, hein. Et après, en général, ce que font les pros, c'est qu'ils choisissent les shootings qu'ils vont confier à un pro s'ils ont vraiment un projet où ils ont eu carte blanche, où ils ont trouvé parfait et où en plus, les propriétaires sont sympas et ont, disons des goûts similaires aux leurs. Ils choisissent d'investir dans ce projet-là et de le faire shooter et ils vont l'utiliser pour leur communication. Mais en interne, c'est rare, hein. Je vais attendre encore un tout petit peu, voir s'il y a d'autres questions, mais sinon, je pense qu'on va pouvoir bientôt clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour cette deuxième session. Je le répète encore une dernière fois, mais il y a une session demain sur l'intelligence artificielle et en juillet, Claire, est-ce que tu as quelques... Oui, en juillet, alors de mon côté, il y aura un webinaire sur l'éclairage avec une designer lumière qui va intervenir en tant qu'experte. On parlera température de couleur, tout ça. Et le deuxième sera sur les tendances émergentes pour 2026 sur la base de nos études. Et il y aura une troisième session par Andrea, notre chef de produit, sur comment collecter, gérer, valoriser les avis clients. Donc, que de beaux thèmes à venir. En tout cas, merci encore une fois à tous. Merci à toi, Claire, aussi, pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Merci, Camille. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À demain.